Je donne la bienvenue au nom du Centre Justice et Foi qui finissons en quelque part avec cette activité la célébration de notre 30e anniversaire que le centre a été fondé en 1983. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Agustin Nicolaou, responsable des activités publiques au Centre Justice et Foi et habituellement, comme ce soir, l'animateur, modérateur de ces activités. Cette activité s'insère dans la foulée de la parution du dernier numéro de la revue Relations, qui est publié par le Centre Justice et Foi, qui, pour ceux qui ne l'auront pas, peuvent se procurer à la pause, à la table, au fond, Un monde qui vacille, que c'est un numéro thématique sur tous les enjeux, ou la plupart d'enjeux géopolitiques actuels dans un monde en mouvance, en transformation continuelle depuis quelques décennies. Pourquoi cette conférence? Pourquoi le Centre de Justice et Foi jette un coup d'œil sur une thématique qui est vaste, complexe, paradoxale? D'abord, je vous dirais que depuis toujours, le Centre de Justice et Foi a eu un œil parfois plus ouvert, parfois moins, mais toujours assez ouvert sur la réalité internationale. On le constate par les thématiques de différentes soirées, relations, activités publiques au cours des années. On le constate aussi dans les dossiers thématiques de la revue Relations ou dans certaines rubriques dans chaque numéro. On le constate aussi dans le travail du secteur Vivre Ensemble sur la question de migration et réfugiés. Alors, la scène internationale, ce n'est pas une scène qui est absente du travail du Centre de Justice et Foi, elle est constitutive de son travail. Mais aussi, cette thématique répond à un constat, je pense que vous tous partagerez avec moi, que plus que jamais, n'importe quelle réalité du monde, que ce soit à niveau régional, local, national, ne peut pas être vraiment comprise sans une dimension internationale. Cette relation de toute réalité locale, régionale, nationale, continentale, à niveau d'une échelle mondiale, nous oblige en quelque part à nous questionner sur cette dynamique internationale pour mieux situer parfois des éléments très locaux, mais qui prennent tout leur sens et leur compréhension dans une échelle qui leur dépasse. Certainement que parler de géopolitique actuellement, c'est quelque chose de complexe, même paradoxal. Parfois, on a des opinions divergentes. On voit un même événement, on peut l'évaluer de différentes façons. Est-ce que la globalisation est positive? Est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'elle est à faveur de la diversité culturelle ou elle empêche sur la diversité culturelle? Un tas de questions que je vous invite à prendre le numéro de la revue Relations et au moins vous y trouverez quelques réponses ou quelques pistes de réflexion. Mais si on revient en quelque part au contexte dans lequel cette conférence aujourd'hui se situe, je pense qu'il y a une date qu'il faut tenir compte, c'est en 1979. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la chute de... Vous voyez maintenant la salle, M. Dussel? Oui. Oui. C'est la chute du régime du Shah en Iran, un pays musulman non arabe, qui marque en quelque part un tournant, je pense, dans la scène des relations internationales. Ceci, évidemment, s'accompagne plus tard avec la chute du mur de Berlin et toutes les transformations qui s'en suivent, qui mettent fin à ce qui semblait déjà une donnée permanente, presque pour toujours, de la guerre froide. Il y aura ensuite de ça des gens qui parlent de la fin de l'histoire. Francis Fukuyama, le système libéral, démocratico-capitaliste, c'est l'aboutissement naturel du progrès de l'humanité, rien ne peut le dépasser pour le meilleur du monde. Moins optimiste que ça, Huntington nous parlera du choc des civilisations 2 ans plus tard, en 96, 4 ans plus tard, en 96, dans lequel il dit non, la réalité est encore conflictuelle et si l'Occident veut maintenir sa main mise sur le monde, à niveau géopolitique, il faut qu'il se prépare à un choc de civilisation. On assiste dans les pays
où M. Dussel réside depuis plus que 30 ans, en révolte, la première révolte, je dirais, postmoderne, si on peut dire, du Chiapas en janvier 1994, qui, au-delà de l'effectivité de la révolte en soi, marque un point tournant dans la compréhension de la contestation du nord mondial considérée injuste dans une région que personne n'avait entendu parler. Chiapas, avant la révolte, la plupart d'entre nous, on ne savait pas où ça se trouvait, et qui marque un point tournant aussi dans cette vision d'un monde qui réclame la reconnaissance de sa diversité culturelle. On voit après les attentats du 11 septembre 2001 et toute la montée de ces pôles des pays émergents, les BRIC qu'on appelle le Brésil, la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, qui s'accompagne par ailleurs, surtout en Amérique latine, par contrairement à ce que Fukuyama avait prévu, la montée au pouvoir de façon démocratique des différents gouvernements de gauche, soit en Équateur, au Brésil, en Bolivie, qui cherchent une voie propre et qui, dans leur démarche, il y a une dimension indigène, une réalité, je dirais, écologique, mais plus qu'écologiste, autour de la conception de mère-terre, qui fait sa présence. Tout ça, évidemment, dans un contexte au début du XXIe siècle, qu'on peut dire que le processus de globalisation initié, il fait au moins 4 siècles, arrive à sinon son aboutissement, à son climax le plus profond, à l'aide du développement technologique des nouvelles moyens de communication. Et c'est là que tous les discours sur la globalisation font l'apparition et on se trouve là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut constater, pour en finir avec cette brève présentation, dans la situation actuelle? Je pense qu'il est vrai qu'on assiste à une certaine érosion de l'ordre géopolitique mondial. Celui dominé par les forces économiques, politiques, culturelles euro-américaines. Certains parlent d'un basculement du monde, d'autres, comme la Révélation, parlent d'un monde qui vacille, mais ce qui est clair, c'est que les choses ne sont pas comme il fait 30 ans. On voit des résistances à cette hégémonie occidentale, que ce soit de la part des États, plus ou moins contradictoires parfois. On ne sait pas si on résiste parce qu'on veut faire quelque chose de nouveau, ou on résiste parce qu'on veut se tailler une place parmi les pays gagnants. Peut-être M. Dussel va nous éclairer sur ce sujet aujourd'hui, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une volonté de résistance à ce qu'on perçoit comme une homogénéisation du monde, et on constate aussi que cet déclin, au moins partiel de l'hégémonie occidentale, ne s'accompagne pas automatiquement d'un déclin du capitalisme en soi. On pourrait même se demander si cette reconfiguration du monde n'est pas au service d'une meilleure articulation du capitalisme qui peut épouser comme l'eau dans un verre différentes formes culturelles et civilisationnelles. Question qui reste dans l'air. Alors, pour faire bref, 3 questions que nous avons soumises à M. Dussel, qu'on aimerait aujourd'hui, sinon avoir les réponses, au moins des pistes de réflexion qui nous permettent mieux commencer à comprendre ces situations paradoxales. Jusqu'à quel point ces pôles émergents et ces résistances culturelles sont-ils porteurs des alternatives au modèle néolibéral impérant, à ce capitalisme du XXIe siècle? Deuxième point, dans quelle mesure l'hégémonie géopolitique euro-américaine ouvre la perte de cette hégémonie, ouvre la porte à un monde plus juste, ouvre la porte à la reconfiguration du capitalisme avec d'autres acteurs, mais avec la même dynamique. Et quelles seraient les voies par lesquelles ce pluralisme culturel, politique et civilisationnel peut devenir le ferment du monde plus juste, équitable et solidaire? M. Dussel y a réfléchi sur ces questions depuis longtemps. Il est né en Argentine, il vit au Mexique depuis presque 40 ans, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on peut dire, sans peur d'exagérer, que c'est un, sinon le plus grand philosophe contemporain latino-américain,
qui, parmi d'autres choses, a été une des géniteurs de la philosophie de la libération. Et il a consacré sa réflexion à la critique de la centralité politique et culturelle de la modernité occidentale, avec des idées innovatrices qu'il nous en fera part aujourd'hui, parce qu'il œuvre pour la reconnaissance de la diversité culturelle et civilisationnelle dans l'analyse géopolitique du monde. Ce n'est pas seulement une question folklorique, c'est une question beaucoup plus fondamentale. Il est auteur de plus de 40 livres que je ne peux pas vous résumer sur différentes thématiques et des centaines d'articles. L'Internet sert pour explorer ce côté de sa production d'une façon plus à l'aise que si je vous la nommerai ici. Alors pour les prochaines 40 minutes, c'est lui qui aura la parole. Il va nous entretenir sur sa réflexion sur les questions que j'ai formulées. Ensuite, M. Gilles Bibeau, que je vous présenterai le temps venu, va faire un commentaire glossaire de cette intervention et va demander quelques qualifications et poser quelques questions à Dr Dussel. Avec une pause, sera la parole à vous pour poser des questions à M. Dussel ou à M. Bibeau. Alors, Dr Dussel, merci beaucoup, soyez le bienvenu parmi nous. Je vous remercie de votre effort parmi vos multiples occupations d'être ici ce soir avec nous. Alors, vous êtes le maître de la parole du Logos pour les prochaines 40 minutes. Bien. Je remercie cette invitation de M. Nicolaou. Et je voudrais quand même savoir à les gens qui sont à la fin de ces salles s'ils écoutent bien. Et, oui, ils disent que oui. Vous écoutez bien. Alors je parlerai sans écouter vous. Sont les 6:15. Je ferai une exposition jusqu'à les 6:55. Et à las 7 heures de cet après-midi, je finirai l'exposé pour continuer l'organisation de cette réunion. Je voudrais vous dire que c'est dommage de ne pouvoir être avec vous, mais quand même, en cette époque de globalisation, est intéressant d'utiliser les moyens. Alors, je vous parle de mon bureau de recteur de l'université autonome de la Ciudad de Mexique, avoue que c'est à Canada et que j'étais plus de fois à cet bel pays, grand pays. Le sujet d'aujourd'hui que m'a donné M. Nicolaou, c'est décoloniser l'ordre géopolitique mondial. Je ferai premièrement un exposé plutôt historique et la deuxième partie plus systématique. La première partie, je voudrais montrer que les phénomènes de la modernité qu'on appelle, il faut après voir qu'est-ce que c'est ça, a quelques dimensions simultanées. C'est-à-dire, ces dimensions ont commencé en même temps. La modernité, proprement dit, commence avec l'accumulation originaire du capital et du capitalisme qui commence son expansion à partir de l'Europe pour l'accumulation de richesses, surtout et en premier lieu l'argent du nord du Mexique, les grandes mines d'argent et de Pérou. Il y a eu plus de 20 000 tonnes d'argent qui a été prise seulement en 50 années au 6e siècle de l'Amérique latine. Vous comprenez le capital que signifie 20 000 tonnes, chaque tonne a 1000 kilos d'argent pur. Ce capital est immense. Il a été pris au 16e siècle, pas comme un crédit, pas pensant en payer les intérêts de cet énorme capital. A été simplement pris, volé et jamais
l'Espagne et le Portugal, mais l'Europe, parce que cet argent allait de l'Espagne à l'Hollande et finissait la Chine, mais a donné une expansion du capitalisme originaire. Le monde arabe, par exemple, qui était de Maroc, Tunis, Égypte, Irak, Iran, Afghanistan, le nord de l'Inde, Indochine, Philippines. Vous voyez, le monde arabe était de l'Atlantique au Pacifique. À cette époque, l'Europe était un petit monde entre Vienne et Grenade en Espagne, 1200 km, 70 millions d'habitants. La Chine seule avait 3 parts plus que l'Europe, avait 150 millions, 180 millions. Alors, la modernité, justement, commence avec le capitalisme proprement dit, l'eurocentrisme. C'est un phénomène qu'on a découvert fait pas beaucoup de temps. Samir Amin, un grand intellectuel de l'Afrique, d'origine sénégalaise mais égyptienne, il a écrit un livre qui s'appelle Eurocentrisme. Il a montré l'importance du monde musulman arabe à partir de ce 6e siècle jusqu'à 15e siècle. Cette époque que les Européens, Américains et tout le monde parlent du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est seulement l'époque où l'Europe a été sitiée par le monde musulman arabe et a été exclue des connexions avec le monde asiatique et africain. Le Moyen-Âge, à partir du 7e siècle jusqu'au 15e siècle, pour l'Europe, est une époque obscure. Pour le monde arabe, était l'époque classique, urbaine, mercantile, des sciences, de l'astronomie, de la mathématique. En Bagdad, au 9e, 10e siècle, était, si vous voulez, l'MIT de l'époque, s'appelait la maison de la sagesse. Là-bas, il y avait les grands mathématiciens de tout le monde. Algebra est le nom d'un mathématicien. Et on appelle aujourd'hui une partie de la mathématique l'algebra. C'est le nom des mathématiciens de Bagdad. Il connaissait l'héliocentrisme. Il connaissait que le Sol était le centre de le système. Et les Européens croyaient jusqu'à Galilée qu'était la Terre, c'est-à-dire l'Europe était périphérique, sous-développée et vraiment ne comptait pas. Moyen-Âge. Mais la modernité, justement, c'est la sortie de l'Europe de le mur dans le monde musulman arabe, beaucoup plus développé, beaucoup plus classique par les sciences, la science empirique, pour le développement de l'économie. Il faisait les connexions entre Cordoba en Espagne et Fès en Maroc jusqu'à Pékin. Et les caravanes par le désert des camels faisaient l'unité du monde. Et les bateaux arabes qui allaient par la côte allaient de la Chine à l'Indochine, à l'Inde, arrivaient à la péninsule arabe jusqu'à Afrique. L'Europe a commencé la modernité en sortant de cet site arabe et s'est ouverte à l'Atlantique. Et pour ça que les deux premiers pays modernes, ça n'est pas en aucune histoire français, anglais, allemand, américain. Le premier pays moderne était le Portugal, qui a ouvert par les caravelles, qui était un petit bateau qui avait plutôt 50 tonnes de marchandises. Il a commencé à aller en Afrique vers le sud. Il est arrivé à Madagascar, à le Golfe Persique, et à Sri Lanka et jusqu'à Japon. Mais le Portugal a été vers l'est de l'Europe.
L'Espagne, parce qu'arrivait après, parce qu'elle a lutté contre les Arabes, qui a pris Granada janvier 1412. Cette même année 92, Columbus fait une traité avec les rois d'Espagne en mars. Ils sortent en août de Séville et arrivent à les Caraïbes en octobre de 1492. C'est la ouverture d'Europe à l'Atlantique. Alors on n'a pas besoin plus de la Méditerranée dominée par les marchands vénitiens, d'Amalfi, italiens. Parce que maintenant, les Méditerranéens perdent la force et l'Atlantique occupera son lieu. C'est pour ça que le nord de l'Europe, qui était connecté à la Méditerranée par l'Italie, pourra prendre connexion à l'Atlantique et par l'Atlantique à la connexion par les Portugais à l'Afrique et l'Asie. Mais les Espagnols arrivent à l'Amérique. Votre Amérique, notre Amérique. Et c'est l'expansion vers l'Ouest. Et ces questions, c'est très intéressant parce que vraiment les Chinois avaient découvert notre continent au moins 90 années avant les Espagnols. Ils avaient des maps de toute l'Amérique avant Colomb. Il y a même de l'Australie, de l'Afrique. Les Chinois étaient 4 siècles avancés l'Europe. Et le 16e siècle, on a découvert le papier, l'imprimerie en le 8e. Au 9e siècle, les Chinois ont a imprimé papier monnaie. 1000 années avant l'Europe, les Chinois. Ne croyez pas que le miracle chinois actuel, c'est un miracle. Non. Jusqu'à 1800, la Chine était plus avancée que l'Europe en beaucoup d'aspects qui n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais les Européens ont construit l'essence de que l'homme européen était supérieur à tous les autres, comme avec la modernité, le capitalisme et le colonialisme. Le colonialisme s'est instauré par l'Espagne et le Portugal les mêmes années de la découverte de l'Amérique. Vous comprenez qu'à parler de découverte, c'est une faute éthique. Alors, les gens qui étaient ici, grands royaumes, empires comme l'Aztèque, les Mayas, les Incas, n'avaient pas découvert l'Amérique. Avaient besoin que les Européens les découvrent pour que les Américains se retrouvent comme personnes humaines. Et justement, les disputes de l'eurocentrisme et de la supériorité de l'Europe avec ces gens-là qui ont retrouvé dans les Caraïbes, qu'on s'est demandé, sont des êtres humains césariens. Et c'est la première question de la philosophie moderne, un siècle presque et demi avant Descartes, qu'on dit que le premier philosophe moderne, fausse, Bartolomé Las Casas, en 1514, c'est-à-dire 120 années avant Descartes, a découvert que tout ce qui faisait les Espagnols, aux Caraïbes, déjà cette région, était une grande injustice. A fait une critique à la modernité en sa naissance. C'est pour ça que j'appelle la naissance du discours anti-moderne a commencé en 1514, 3 années avant la réforme de Luther, 3 années avant que Machiavello ait écrit les Principes. Et alors, en pleine renaissance, commence la critique de la modernité. Capitalisme, eurocentrisme, colonialisme, 3 aspects de la modernité. Alors, cette première modernité va remplir un temps. De 1492, pour donner une date, jusqu'à 1520. Un siècle, 30 années, où l'Espagne a eu l'hégémonie de l'Atlantique et la France a commencé doucement à aller vers les régions plus difficiles,
Votre pays, Canada, était 3 fois. Pour les gens de l'Europe, était difficile. Mexique avait une température de 30 ans toute l'année, était beaucoup plus intéressant. Alors, ils ont invité la partie tropicale qui avait des millions d'Indiens qui étaient agriculteurs, pas nomades, qui cultivaient la terre et qui ont pu être dominés facilement. Et on a commencé, les Indiens, à travailler dans les mines, dans l'agriculture, dans la production tropicale pour les Espagnols, et c'est lui, aller en Espagne avec tous ces marchandises. Alors les Espagnols ont pris la partie plus habitable de l'Amérique. On laissait pour les Anglais plus au nord. Attention, la deuxième première modernité n'est pas anglaise encore, c'est hollandais, Dutch. Ce sont les provinces unies de Hollande avec Amsterdam qui ont arrivé à l'Amérique avant l'Angleterre. Ils ont fondé la Nouvelle-Hollande, ils ont fondé un site qui s'appelait Nieuw Amsterdam. New Amsterdam. Les Anglais après ont dominé les Hollandais et alors la Nouvelle-Hollande, on l'appelait la Nouvelle-Angleterre. Et la Nouvelle-Amsterdam s'appelait New York. Mais New York est la prise des Anglais d'une ville hollandaise. Les Juifs espagnols ont été jetés en mars 1492 pour le roi catholique d'Espagne, ont passé à Portugal, de là ont passé à Hollande, ils ont fondé en Wall Street une petite communauté hollandaise en Wall Street, après on est devenu New York, c'est-à-dire les Juifs de New York sont d'origine espagnole, ils sont beaucoup plus anciens que tous les anglo-saxons. C'est la deuxième première modernité, pas espagnole, sinon hollandaise. Wallenstein a travaillé cette question et montre que alors c'est un système mondial, mais déjà capitaliste proprement dit. La troisième étape, en 1888, quand la Révolution anglaise et Angleterre commence à prendre l'hégémonie de l'Atlantique avec les pirates, avec une grande escadre, et l'Espagne commence son décadence. C'est la première modernité. La deuxième modernité, c'est la révolution industrielle. En ce moment, commence la grande production capitaliste avec une révolution technique qui a commencé dans les fleuves jaunes en Chine, un siècle avant l'Angleterre. Alors on dit la révolution anglaise a commencé en Angleterre. Fausse. Vous pouvez lire le livre de John Hobson sur les machines que la révolution anglaise a utilisées, et presque toutes les machines sont chinoises. Vous connaissez Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci a des fantastiques dessins sur un parachute, des machines militaires, agricoles, et on dit Leonardo est un grand inventeur. Non, il a copié une encyclopédie technique chinoise, publiée en papier, imprimée en 1313, c'est-à-dire un siècle et demi avant Leonardo da Vinci. La révolution industrielle a donné maintenant un deuxième type de colonie. J'en étais l'Amérique. N'était pas non plus quelques ponts dans la côte de l'Asie et l'Afrique qui avaient touché l'Espagne au Portugal, Espagne en Philippines, Portugal en Afrique, ou les Hollandais. Maintenant, c'est la conquête continentale de l'Asie et l'Afrique avec la révolution industrielle. En 1586, les Anglais occupent Calcutta en l'Inde, déjà con la révolution industrielle. Et seulement dans les congrès de Berlin de 1895, à seulement 120 années,
et l'occupation continentale de l'Afrique. Entonces, il y a une deuxième période de colonisation. La colonisation américaine, latino-américaine, la vôtre aux États-Unis, a 5 siècles. Il a été colonisé 2 siècles et demi. L'indépendance a été faite à la fin du XVIIIe siècle, au commande du XIXe siècle, nous, 1810-1820. Mais la deuxième décolonisation de l'Afrique et de l'Asie s'est faite après la Seconde Guerre mondiale, 1945. Et alors c'est le moment où l'Angleterre et la France, qui avaient les grandes colonies en Afrique et l'Asie, a perdu l'hégémonie. Les Américains ont gagné la guerre, ont organisé la nouvelle hégémonie mondiale et ont décolonisé l'Afrique et l'Asie, mais en vérité ont commencé à dépendre d'un type de colonialisme où les Amériques du Nord avaient l'hégémonie. C'est-à-dire, a été la décolonisation des métropoles européennes, maintenant avec la hégémonie américaine. Et alors, on a, à partir de 1945-50, la décolonisation de l'Afrique et la décolonisation de la même Amérique à la fin du XVIIIe siècle, la vôtre après, et la nôtre à commencement du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes de la décolonisation. Le sujet que je vais toucher est décoloniser l'ordre géopolitique. Alors la décolonisation politique, économique, a commencé à la fin du XVIIIe siècle, mais a continué jusqu'à presque présent. Aujourd'hui, on a encore des colonies en les Caraïbes, mais quand même, on pourrait dire qu'il y a une certaine décolonisation politique, mais politique, pas militaire, pas économique, et pas culturelle, et c'est la question justement. L'hégémonie américaine commence en 1945, mais dans la guerre froide, doivent coexister avec l'Union soviétique. Alors, de 1945 jusqu'à 1989, l'écroulement de l'Union soviétique, il y a eu la guerre froide, il y a eu une certaine tension entre l'Europe et les Américains du Nord, la URSS, l'Europe orientale, la Chine, et il y avait toute une lutte, mais avec l'écroulement du socialisme réel, on a vu en un certain moment une hégémonie américaine à partir de la guerre, spécialement des Golfe en Irak, et l'étape 1989 jusqu'à 2005, où les Américains ont engagé une guerre en Irak, que Bush a été 2 ou 3 semaines à Bagdad en disant on a fini la guerre, on a triomphé, on est arrivé à la victoire. Mais on voit toujours les Américains engagés dans une guerre qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pu pas pacifier ces pays. Ils sortiront de là vraiment pas avec une victoire. Alors, il y a une crise de l'hégémonie américaine à partir de l'écroulement de la stratégie américaine dans l'Irak, premièrement, et le commencement d'un nouvel mouvement. C'est ma deuxième partie. Ma deuxième partie est que je pense qu'on confronte une crise civilisatoire, culturelle, idéologique et también économique. Et on est en relation à une nouvelle époque de l'histoire mondiale, qui ne sera pas peut-être 10, 20, 30 années, peut-être que prendra tous les 21 siècles. Mais on est déjà à la fin de beaucoup de choses qui ont été accomplies dans ces 5 siècles de la modernité et du capitalisme qui commence à être en forme de quelques contradictions insurmontables. Par exemple, je vous donne une.
Le capitalisme doit avoir nécessairement croissement. Croissement de quoi? Du capital. Doit accumuler plus de capital. Alors, on dit, un pays comme la Chine a augmenté sa production et sa richesse 9% par année. Il va continuer 9%. L'Amérique du Nord, États-Unis, 1,5 n'arrive pas même à 2% de développement. Mais développement de quoi? De production, oui. Et qu'est-ce que signifie cette production? Signifie plus de voitures, plus de maisons, plus de nourriture, plus de plastique. La Terre peut supporter ces croissements. Nous commençons à toucher les limites de la récupération de la Terre, de toute la production négative de ces faits. Pour produire une voiture, je dois utiliser de l'oxygène, je dois utiliser le pétrole, je dois utiliser du fer. Et tout ça commence à être millions de tonnes de produits inutiles, qu'alors il y a un progrès des biens qui ont été consommés et ont perdu sa valeur d'usage. Ils commencent à mettre en question la vie. Alors, les pôles commencent à se détruire. L'atmosphère commence à avoir plus de température. Alors ça va beaucoup plus vite que ce que nous pensions. Ça met en question toute la vie dans la Terre. En un siècle, ne sera même pas possible la vie si on continue avec ce croissement de la production qui détruit la condition de possibilité de la reproduction de la vie. Alors, le problème écologique se met comme une limite absolue du capital. Mais le capital ne peut pas s'arrêter. Bush a dit, je ne mettrai ma signature dans les protocoles de Kyoto pour que ça signifie une crise économique de l'Amérique du Nord. Mais alors, il préfère non avoir une crise économique, en que l'humanité soit tuée. C'est-à-dire que la vie disparaît. Alors c'est une question radicale. Et le capitalisme n'a pas la possibilité d'arrêter ce grand mouvement, parce que l'augmentation du taux de profit, c'est le leitmotiv, c'est la rationalité de tout système. On doit augmenter la production. Pourquoi? Parce qu'on doit aussi créer de nouveaux besoins. Et alors les consommateurs commencent à être stratosphériques. C'est la fin de cette époque. On ne pourra continuer beaucoup plus de temps ainsi. Quand je dis beaucoup plus de temps, c'est un siècle. Moins ou plus. Mais on est à la fin. Pourquoi? Parce qu'on doit commencer à penser une civilisation qui ne met pas la rationalité et l'augmentation de la production. Sinon, au contraire, arrêter la production pour que la vie soit possible. Diminuer le consomme pour n'être pas aussi avec du poids et après avoir l'obésité et après avoir des maladies pour obésité, pour un consomme excessif. On doit être plus ascétique, plus simple. Manger ce qu'il a besoin, mais pas plus. Avoir une maison de dimension humaine, mais pas très grande. Mieux un moyen collectif de communication et non une voiture pour chaque personne. Une voiture pèse à le poids de 5000 kilos. Il transporte 70 kilos, c'est-à-dire à l'utilité de 1%. Et vraiment une destruction écologique. C'est-à-dire, on est en face d'une transformation radicale de l'humanité. Et ça, je ne l'appelle pas postmodernité.
Pour moi et pour nous, un groupe de penseurs latino-américains, africains, etc., la postmodernité, c'est la dernière étape sceptique et critique de la modernité sans sortir de sa rationalité. C'est nécessaire quelque chose d'autre. Et on l'appelle transmodernité. On ne le met pas un nom. Mais ça signifie non la dernière étape de la modernité, sinon autre chose. Ne sera pas beaucoup de modernité africaine, asiatique, latino-américaine, non. Ne sera une altermodernité, comme disait Antonio Negri, ou autre type de modernité, non. Ne sera plus la modernité. Sera une humanité différente. Et ça, c'est justement le problème de la décolonisation géopolitique, mais épistémologique, et idéologique, et éthique, qui change les habitudes des personnes. Il faut changer la vie quotidienne, mais aussi publique, et les structures économiques, politiques, par la participation, il y a jusqu'à militaire. Après la guerre froide, on a dit qu'on a besoin de plus d'armes. J'ai pensé qu'il y aurait une pacification. Non, ça produit plus d'armes que jamais. L'Amérique du Nord a produit plus d'armes que la guerre froide. Alors, que signifie la paix que s'est produite après cette époque? Alors, il commence une irruption dans la périphérie du monde, Amérique latine, l'Afrique, Bantou, Noir, le monde musulman, l'Inde, le Sud-Est asiatique et la Chine, pour parler de quelques-uns la plus importante. Et ce monde a commencé une nouvelle situation, a commencé une prise de conscience. À partir, j'aurais besoin ici de tableaux pour faire mes schémas, pour comprendre d'ailleurs la question. À partir de ce que la modernité n'a pas détruit en l'Amérique latine, en l'Afrique, en le monde arabe, etc. En l'Amérique latine, la modernité a pris l'argent, l'or, les richesses, et a changé la culture en grande part, mais n'a pas donné les valeurs des cultures indiennes et des expériences culturelles de l'Amérique latine qui n'étaient pas profitables pour le capitalisme. Alors, l'on le sait comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Les danses africaines, les mythes africains, l'art africain, l'organisation politique de la famille africaine, tout ça a été laissé dehors parce que c'est primitif, n'a pas de sens. Et ainsi l'Inde, et ainsi le Sud-Est asiatique. Sud-Est asiatique serait l'antique Cambodge, Thaïlande, etc. Et les Chinois, considérés comme des barbares. C'est à partir de ces parties exclues de la modernité, que j'appelle dans l'extériorité de la modernité, qu'on commence à prendre conscience de soi-même. Et les latino-américains commencent à dire on a des valeurs. Avant la conquête et la découverte de l'Amérique, avec et jusqu'à présent, les Bantous disent on n'est pas aussi primitif qu'on a dit. L'Égypte était noire, Toutankhamon était africain. Et les Bantous ont pensé la résurrection. La résurrection est allée en Égypte, c'est à influencer la pensée hébraïque et a été pris par le christianisme. Si tous les chrétiens du monde pensent à la résurrection, c'est une question bantoue. Toute la jeunesse du monde, tous dansent à rythme africain. C'est une contribution à l'art, à la musique. J'étais à Kenya et j'ai vu danser, et dire, oh, ces gens dansent d'une manière qui est impossible de voir notre civilisation. C'est pour ça que la jeunesse, le jazz, le rock et tout, c'est africain. C'est-à-dire, les Indes commencent à découvrir une grande doctrine mystique, une relation avec la nature écologique, une certaine domination de la subjectivité exemplaire. Les Chinois, ils commencent à découvrir
qui ont découvert la cire, le papier, l'imprimerie, la brichure, les papiers-monnaies, et aussi toutes ces choses qui étaient à la base de la modernité sont chinoises. Alors ils commencent à dire, on n'était pas aussi barbares. On commence. Entonces, le premier moment, c'est la prise de conscience de la valeur de la propre culture qui a été déniée par la modernité comme les barbares, les primitifs, les gens qui étaient hors de la civilisation. Le deuxième point, c'est la reconstruction de la propre histoire. Pas encore, j'ai 10 minutes encore. Et la déconstruction de l'histoire signifie qu'on commence à retrouver son propre histoire, qui n'est pas déjà l'histoire de l'Europe. On vient de publier un livre de 1100 pages sur l'histoire de la philosophie en Amérique latine. Le professeur Randall Collins, professeur en Chicago, publicó une histoire du monde en philosophie, ni une ligne, par ligne de l'Amérique latine. Entonces on a écrit un livre 500 avec 80 collègues, on a fait l'histoire de la philosophie latino-américaine à partir de 1300, 300, c'est-à-dire on a mis les grands sages aztèques, mayas et incas dans l'histoire de la philosophie, après l'époque de la conquête, etc. Une histoire. La deuxième partie, les grands courants philosophiques du XXe siècle, 17 courants. La deuxième partie, les grands sujets, l'esthétique, l'éthique. Et en la quatrième partie, 300 fiches. Seulement 300. On a pu 1000 fiches. Des plus grands philosophes de l'Amérique latine. Et c'est un livre de 1100 pages à 2 colonnes, très petites lettres. Et alors je serais envoyé au professeur Randall Collins à Chicago et je lui ai dit, voilà, je vous envoie ce livre de 1000 pages pour écrire l'histoire de la philosophie de l'Amérique latine, que votre histoire de la philosophie dans le monde, il n'y a pas même une ligne. C'est-à-dire, on commence à retrouver la valeur de sa propre histoire. Et c'est aussi l'Afrique, la philosophie, par exemple, au Bantou. Il commence ainsi l'Inde, une grande ontologie à partir de l'Upanishad, de 20 siècles avant l'ère commune le christianisme. Ils ont 30 siècles de philosophie dans l'Inde. Les Chinois sont 24 siècles de grande philosophie propre, intéressant, avec ontologie, éthique, logique, etc., qu'on n'étudie pas aucune faculté de philosophie. Mais le même on peut faire avec l'histoire, le même on peut faire maintenant, mais la théologie. La sécularisation de la modernité a dit la religion ne vaut pas. Et avec cette sécularisation interne à l'Europe, comme toutes les religions de la périphérie coloniale étaient religieuses, ils ont anéanti toute la culture, pas seulement la religion. Et alors on dit maintenant en Afrique, les Indiens, l'Inde, comme le monde mythique, comme on dit Paul Ricoeur, un narratif rationnel qui donne sens à la vie, c'est le mythe. C'est rationnel, il donne sens. Il a besoin de l'herméneutique pour interpréter le sens du mythe. Le mythe est aussi fort que la science. La science découvre la réalité pour la manipuler, mais ne donne pas le sens de la vie, la science. Le mythe donne le sens de la vie. Et alors on récupère maintenant les grandes histoires des mythes en toutes les cultures. Et on retourne à la valeur de la religion. C'est contre Max Weber qui a dit l'enchantement a disparu, alors il y a un enchantement du monde, il relance les mythes pour donner un sens à la vie, et même l'Europe retourne à ces mythes, il peut récupérer le sens de l'existence. Le troisième moment, et je me manque maintenant 55 minutes, c'est les dernières 5 minutes. Le deuxième moment, c'est le dialogue de cette renaissance avec la modernité.
Les fondamentalistes arabes, par exemple, ne veulent pas dialoguer avec la modernité, fait une confrontation totale et une négation. Attention, il y a le fondamentalisme musulman, il y a aussi le fondamentalisme chrétien. Tous ces sectes chrétiens en Amérique du Nord, même en Canada et en Amérique latine, sont fondamentalistes chrétiens. Et le sionisme est peut-être un fondamentalisme juif. Alors, non seulement il y a un fondamentalisme dans le monde arabe, mais c'est justement une négation de la modernité. Et alors, les fondamentalistes disent l'évolution de Darwin est impossible, c'est contre le créationnisme. Darwin était chrétien. Darwin a écrit dans les prologues qu'il existe l'évolution. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. Pourquoi? Et parce qu'il a donné au commencement de la création la possibilité encore de la vie. C'est-à-dire qu'il a fait les choses beaucoup mieux que les besoins de créer chaque espèce. Et ça, c'est un fondamentaliste ascientifique, primitif. Et beaucoup d'Américains du Nord, anglo-saxons, sont contre l'évolution. Ils l'opposent à la créationnisme. Darwin était créationniste et en même temps évolutionniste, comme Teilhard de Chardin, un grand jésuite. Alors, pas de fondamentalisme à l'égard de la modernité. Il faut s'approprier de la modernité, de sa technique électronique, de la science herméneutique, de la démocratie participative, pas seulement représentative. La Constitution américaine est une démocratie représentative, n'a pas de participation. Jefferson disait, au niveau des districts, on doit avoir une communauté de démocratie directe. Sinon, la Constitution sera dépassée. Jamais les Américains ont organisé la démocratie participative et purement représentative. Il s'est fait, tu sais, les représentants n'ont pas de connexion beaucoup de fois avec les citoyens. Après le dialogue avec la modernité, je suis par finir, c'est le développement de ces mouvements créationnistes. Maintenant, l'Amérique latine, il y a une grande renaissance théorique, critique de l'eurocentrisme. On appelle la décolonisation épistémologique en toutes les sciences. Révision de l'histoire, hacer une histoire universelle. L'Antiquité, Moyen-Âge, modernité, l'histoire, et c'est eurocentrique. Les Arabes n'ont pas le Moyen-Âge, non plus les Chinois. Et c'est une pure histoire provinciale de l'Europe qui a voulu avoir la prétention d'universalité. Avec ça, on comprend ce qui se passe en la Chine, en l'Inde, en la Byzance russe, en Amérique latine. Alors, il y a un grand mouvement de développement et le cinquième moment est vers quel type de culture on va dans la nouvelle âge. Une culture universelle de la domination d'une seule culture qui parlera anglais, où le classique sera Shakespeare, ou un mode pluriverse, non universel, pluriversel. Un mode où Shakespeare sera l'expression d'une culture anglaise. Et les grands écrivains français de culture française, et les grands bantous de la culture bantou, latino-américaine, chinoise, les indiens, chacun ira vers une analogue, c'est-à-dire une culture pluriverse qui aura des caractéristiques. Chacune des cultures doit dialoguer avec les autres et traduire ce qui est positif d'une à l'autre. Aucune culture est parfaite. Et aucune culture n'a pas certaines valeurs que tous les autres peuvent apprendre. Regardez un Tupi-Guarani à Brésil, en la forêt, nu, qui est encore en le paléolithique. Ils n'ont pas même de petites cités, sont dans le paléolithique, vous direz les plus primitifs. Combien de temps travaillent ces gens? 4 ou 5 heures par jour. Ils ont toute la nourriture. C'est une communauté de la
Après d'avoir travaillé comment les danses, la culture, c'est une culture de la montagne. Dans les paléotiques. Alors, ils sont parfaitement en relation avec la nature, ils ne l'intruent pas. Ils mangent ce qu'il y a besoin. Ils laissent qu'ils montent les nouveaux fruits. Ils pourraient habiter ça des milliers d'années. Ils ne sont pas anti-écologiques comme le c'est le capitalisme. Alors, c'est primitif. Je ne dirais, mauvaise technique, non. Ils n'ont pas presque de technique. Mais la relation avec la nature est exemplaire pour moi. Ils n'ont pas besoin de psychanalystes. Ils sont en une relation que je peux apprendre. Mais pas tout. Alors, le dialogue entre les cultures signifie toute culture peut apprendre quelques valeurs des autres cultures. Alors, on doit être attentif, ouvert, réceptif de cette culture et apprendre. Dialogue. Il faut traduire ce qu'il pense. Lévi-Strauss, un grand penseur français, il a écrit des dizaines de livres, a créé le structuralisme. À partir de quoi? De l'observation des mythes del Tupi-Guarani de Brésil, qui avait une civilisation qui ne reste rien après les 3 ou 4 années, parce que l'humidité des forêts détruit même les petites maisons qu'ils font, et alors il ne reste rien. Mais il a pu écrire des livres et des livres sur les mythes de ces peuples qui connaissent l'essence de la naissance, de la mort, de la vie, du mariage, de la nourriture, de la solidarité. Ils ont une sens qu'une personne à Canada, au Mexique, dans la cité, n'ont pas de sens. Si je le demande à une personne, médecin, physicien, docteur, vous travaillez avec les maladies, oui, quel est l'essence de la mort? C'est possible que les grands professeurs de la faculté de médecine diront, attendez, je suis un scientifique, l'essence de la mort? Je ne sais pas. On ne m'intéresse pas. L'Indien a un mythe et un sens. Quand il mort d'une manière humaine. Les pauvres, civilisés dans un hôpital de premier niveau, morts, sans savoir le sens de la mort. Je peux apprendre quelque chose de Tupi-Guarani. Il est très important. Alors, la transmodernité sera une culture différente. Sera une culture beaucoup plus ascétique, épargnante de la nature. Ne pensera seulement en le développement quantitatif, sinon qualitatif, les relations humaines. Un grand auteur allemand que ne veut pas nommer parce que c'est maudit, il l'appelle le royaume de la liberté. En pensant à Schiller et en pensant à un certain évangile d'un certain Jésus, fondateur du christianisme, le royaume de Dieu, c'est une place où les gens peuvent se comprendre en communauté. Mais la compétence, la concurrence du marché, où quelqu'un triomphe sur les autres, c'est égoïste, c'est immoral. Et c'est le fondement d'une civilisation. Problème. Alors j'ai fini en disant, la transmodernité a commencé. Il commence à naître cette civilisation nouvelle. J'écris des choses vers cette civilisation, dans la politique, dans l'économie, dans l'esthétique, dans tous les niveaux de la culture. Je peux commencer à prendre qu'est-ce que sera ce qui viendra comme alternative au-delà de cette modernité qui a des avances technologiques très importants, mais qui n'étudie pas les effets négatifs. Alors, on fait une découverte et on les montre. Mais on met dans les paquets les effets négatifs. Et la négative, c'est la destruction écologique de la Terre, l'insensibilité intercommunautaire, un égoïsme écrasant, et alors beaucoup de choses négatives qu'on ne l'étudie pas
sinon seulement la proposition. Bien, j'ai passé 3 minutes à l'écran 5 et j'ai fini dans mes positions avec cette idée. Merci. Merci à vous, merci à Lucelle. Comme le temps, c'est plus que les chronos, les 3 minutes rentrent dans la flexibilité, j'imagine, de cette transmodernité. Alors, je ne vous en veux pas. Mais je lui en voudrais à Gilles s'il dépasse trop aussi, parce que alors ça fera une accumulation de chronos dépassés trop dangereuse. Gilles Bibeau, parmi la salle, il y a des personnes qui le connaissent. Il est anthropologue comme titre, mais je pense qu'il est beaucoup plus qu'un anthropologue. J'allais dire que c'est un bulldozer intellectuel, parce que, au sens positif du terme, pas destructif, dans le sens qu'il est capable de naviguer dans les airs les plus différentes de la réalité sociale humaine, de l'anthropologie à la sociologie, et je dirais même la théologie, la philosophie. Il est actuellement professeur émérite de l'Université de Montréal, où il a œuvré dans le département d'anthropologie. Je pourrais résumer en quelque part, c'est quelqu'un qui s'intéresse par l'essor de l'humain et des sociétés. Et cela l'a mené à voyager et à faire des recherches sur le terrain, soit en Afrique, en Inde, en Europe, en Amérique latine, au Canada, au Québec, mais toujours soucieux de mettre en évidence la richesse qui engendre la diversité culturelle de l'humanité. Il dénonce dans tous ses ouvrages, dans toutes ses interventions, avec force toutes les tentatives d'uniformisation culturelle et civilisationnelle. Je tiens aussi à signaler spécialement qu'il a été, je dirais, carrément l'introducteur de l'anthropologie médicale au Québec depuis déjà au moins 30 ans. C'est une discipline à laquelle il a consacré une grande partie de ses ouvrages, mais ce n'est pas sur l'anthropologie médicale qu'il va nous parler aujourd'hui. Il va faire un commentaire et poser quelques questions clarificatrices à M. Dussel, qui aura l'opportunité, après la pause qu'on prendra tantôt, de répondre. Alors, Gilles, les prochaines 15 minutes vous appartiennent. Très bien. Alors, merci. Tout droit. Alors, Enrique, pardon, je ne vois pas votre face. Vous voyez pas. Ah, là-bas, très bien, merci. Excusez-moi. Vous la voyez Oui, même. Ah, ici. Une face souriante, voilà. J'ai 4 commentaires à faire qui se concluront chacun par une question, et une demande de précision et de clarification. Et je suivrai d'assez près vos 2 grandes sections, historiques d'une part et plus systématiques et théoriques pour la deuxième partie de votre travail. Première chose, vous pensez que, au fond, dans ce monde du XVIe siècle, où nous avions des blocs géoculturels déconnectés les uns des autres, la mer de Chine, l'Indonésie, la mer d'Arabie, la côte swahili africaine, la Méditerranée, la Baltique, c'était tous des ensembles qui s'ignoraient les uns les autres. Alors, pour comprendre ce qui est devenu l'ordre global d'aujourd'hui, vous nous renvoyez à une analyse de ce moment fondateur où tout à coup on déverrouille les frontières de certains de ces blocs qui entrent en contact avec d'autres. Et vous allez réfléchir la modernité, vous allez réfléchir la mondialisation, également la philosophie, à partir du contact qui va se faire entre
l'Amérique latine, ce petit peuple qu'étaient les Portugais. On estime donc il y a 500 ans qu'il y avait moins d'un demi-milliard d'habitants sur la Terre. Le Portugal n'avait que 2 millions. L'Angleterre en avait 4 millions. C'était des toutes petites nations. L'ensemble de l'Europe occidentale faisait autour de 70 millions, et ce qui était à peu près la population amérindienne dans l'ensemble des Amériques. Et tout à coup, ça va entrer en contact, et ce moment fondateur apparaît essentiel pour comprendre ce qui va se passer pendant les 500 ans qui suivent. Vous nous proposez un grand narratif, en quelque sorte, un grand récit de la formation du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais surtout, comme philosophe, vous êtes intéressé par le fait que les grandes catégories de la philosophie occidentale, qui vont se présenter comme une philosophie universelle, va canoniser en quelque sorte la position hégémonique de l'Occident. Pensons à Hegel, par exemple, dans sa philosophie de l'histoire, l'achèvement dans l'État, ce grand ouvrage, mais c'est toute la pensée philosophique, en quelque sorte, qui est là à critiquer fondamentalement. Or, vous nous dites que la philosophie doit d'abord devenir, en quelque sorte, post-coloniale, en tout cas prendre le moment colonial comme un élément essentiel de réflexion, et que ce n'est que dans la mesure où la philosophie elle-même sera capable de se libérer de l'hégémonie de la pensée eurocentrique que peut-être les peuples pourront aussi se libérer. Alors, j'ai une série de petites questions qui tournent toutes autour de la même question, plus fondamentale. Si chacun de ces grands ensembles ont produit des traditions intellectuelles, philosophiques, esthétiques, scientifiques, il faut donc dire que les philosophies, alors, sont toujours prisonnières d'expériences historiques, singulières, faites par les peuples. Or, lorsque nous voulons mettre au travail les concepts et les catégories centrales d'une tradition intellectuelle, fût-elle celle des Amérindiens, celle des Indiens de l'Inde, celle des Chinois, celle de la pensée arabe, africaine ou autre, nous aboutissons en quelque sorte à une pluralité de philosophies. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça voudrait dire, au moment où ce sont surtout les Occidentaux qui ont interprété la mondialisation, avec les catégories d'hégémonie, de subalternité, de civilisation, etc., de colonialisme et toutes ces choses-là, que nous allons dans l'avenir assister à une pluralité, en quelque sorte, d'interprétation de ces phénomènes. Et je voudrais savoir si, en quelque sorte, les traditions intellectuelles non occidentales et les traditions occidentales produisent des concepts qui sont conciliables, ou est-ce que forcément nous allons vers des difficultés de compréhension, d'autres univers de pensée, etc. Alors c'est ma première question. Si, comme vous le dites plusieurs fois, vous l'avez dit ce soir, la philosophie que vous pratiquez, vous, s'enracine dans l'expérience historique de l'Amérique latine, dans cette longue rencontre
entre des peuples de grandes civilisations, aztèques, incas, mais aussi de nombreux autres peuples, avec l'Europe du Sud, donc ibérique, en quelque sorte. Alors voilà, ça c'est au fond ma première question. Comment faut-il penser les relations entre les traditions intellectuelles et est-ce que c'est vrai que chacune des civilisations produit les catégories pour se penser elle-même et pour penser les autres? Alors ça c'est ma première question. La deuxième est relative au rapport entre politique et éthique, éthique de la libération et autres. Vous ne l'avez pas évoqué dans votre présentation, mais je sais à quel point vous êtes non satisfait par les réflexions intéressantes par ailleurs de Habermas, par exemple, de son éthique consensuelle, ou de John Rawls sur la justice distributive, parce qu'elle manque d'un souffle révolutionnaire en quelque sorte, et qu'elle ne s'applique que difficilement dans d'autres sociétés que les sociétés industrialisées, avancées. Et vous proposez une éthique de l'affirmation de la vie. Une éthique qui soit en prise sur les situations de pauvreté, d'inégalité, d'injustice chronique et généralisée dans un certain nombre de pays. Et dans toute cette réflexion que vous allez faire à ce moment-là et qui m'apparaît extrêmement intéressante, nous amène à deux concepts qui sont assez peu développés dans les traditions de philosophie politique, qui sont centrées surtout sur l'analyse du pouvoir. C'est le rapport entre ce que vous appelez la capacité populaire de libération, donc la potentia, et le potestas, qui vous redéfinissez donc le pouvoir à partir d'une parole du commandant Marcos ou Chiapas, qui dit que c'est l'obéissance en quelque sorte des chefs, des commandants, et non pas une autorité que l'on impose aux autres. Alors, ma question, si il s'agit de transformer le peuple en un sujet actif de sa libération, de promouvoir une démocratie participative, vous l'appelez même l'hyperpotentia, quelque part dans vos écrits. Je me demande si on n'a pas une tendance ici à idéaliser les potentialités donc de libération dans les populations, et en oubliant qu'il y a des conflits de classe, des conflits entre des groupes, qu'il n'y a pas d'homogénéité, qu'il y a une hétérogénéité au sein des groupes, et forcément donc une difficulté de faire émerger une seule voix et un seul point de vue. Alors, cette affirmation de la possibilité de vie, et j'aime beaucoup tout ce que vous écrivez sur ce sujet-là, ramener le politique à la question de rendre la vie possible plutôt qu'une analyse du pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas oublié certains en cours de route de vos amis, entre autres Karl Marx, avec qui vous avez beaucoup dialogué, surtout du point de vue de la pauvreté, sa manière dont il envisage la pauvreté, non pas comme un problème individuel ou une catégorie abstraite, mais véritablement qu'il envisage dans un contexte collectif, historique,
etc. Alors, cela, pour moi, demande aussi une clarification. Quelle place faites-vous à la lutte des classes et à la diversité au sein des groupes? Je vais être plus rapide pour les deux autres commentaires et questions. Dans ce monde contemporain, cette mondialisation et en voyageant à travers les pays, et je dois dire que j'ai cette chance depuis maintenant presque une vingtaine d'années, à chaque année, d'aller sur tous les continents et de voir ce qui se passe, il y a un débat qui est très 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 fort, savoir s'il faut renforcer les États et la souveraineté des États ou si, en quelque sorte, le système des États souverains serait dépassé. Et contre Hart et Nigri, et dans son livre Empire, vous prenez très clairement position en disant, écoutez, ces penseurs qui croient que nous sommes arrivés à la fin des États se trompent radicalement. La promotion de structures déterritorialisées, déculturalisées en quelque sorte, et non inscrites dans des histoires nationales, ne rend pas compte de la réalité. Or, qu'est-ce que ça veut dire revaloriser les États et quelle place faut-il donner dans un monde de plus en plus multipolaire où quelque sorte, les régions développent des assises communes, des blocs qui les représentent, et parfois même très loin, pensons à tous ces mouvements de revendication que partis de Porto Alegre, mais qui se sont maintenus un petit peu partout. Et comment voyez-vous cette lutte entre les partisans de l'État doit disparaître, les forces néocoloniales, impériales qui sont présentes peuvent se passer des États, ou quel rôle faut-il donner aux États? C'est une de mes questions. La quatrième, elle est plus complexe. C'est votre ontologie transmoderne. Qu'est-ce que c'est, vers quel monde? Comme anthropologue, nous savons à quel point on a joué avec les préfixes à ajouter à la modernité, la surmodernité, la métamodernité, la postmodernité, et tant d'autres façons de concevoir ce qui est en train de se passer, de se construire, l'univers mondialisé que nous construisons. Mais alors, cette ontologie fondée sur le dialogue des cultures, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que c'est que cette ontologie transmoderne? Donc, qu'est-ce que serait cette transmodernité? Ça ne peut pas être simplement de refuser l'eurocentrisme, ou donc une culture qui s'imposerait à partir des 500 ans d'hégémonie occidentale, continuerait à s'imposer. Ça ne peut pas être non plus de s'appuyer sur les différentes catégories latino-américaines, arabes, indiennes, chinoises. Qu'est-ce que ça va être cela? Comment est-ce que la transmodernité pourra en quelque sorte créer quelque chose qui a une certaine cohérence, qui permet de penser le monde contemporain.
c'est ma dernière question. Je vais simplement saluer ici le caractère, si le mot n'était pas galvaudé et aussi souvent mal interprété, je dirais encyclopédique, qu'il y a dans la réflexion du professeur Dussel. Une très grande maîtrise des débats autour des approches postcoloniales, les subaltern studies aussi, nous citent les auteurs du monde entier, et en plus d'une connaissance très approfondie de la pensée occidentale et certain nombre d'auteurs fétiches, dont Lévinas, et cette très belle phrase qu'il écrit quelque part, que Lévinas fait découvrir derrière le sujet colonisé la figure radicale de l'altérité, la figure radicale de l'autre. Et cela, c'est extrêmement beau. Mais on trouve aussi chez lui Gramsci, on trouve Hannah Arendt, donc des questions d'hégémonie, on trouve le totalitarisme et tant d'autres penseurs, et qu'il met au service d'une culture historique absolument extraordinaire. Et c'est ainsi qu'on peut aboutir à cette colossale synthèse qui est une œuvre philosophique, au sens où, je dirais, Hegel en a produit une. C'est une espèce d'anti-Hegel que nous avons ici. Et de ce point de vue-là, moi je suis très content après vous avoir vu, vous avoir lu, de pouvoir vous voir, même si c'est à distance. Et nous aurons quelques minutes de pause, et pendant ce temps-là, vous pourrez réfléchir surtout à ma 4e question sur votre ontologie transmoderne. Voilà, merci. Bon, tel que Gilles vient de nous le rappeler, on va prendre une pause de 10 minutes. Il y a de l'eau, je pense, pour ceux qui auraient soif. Il y a la revue Relations pour acheter. Il y a des feuillets sur les prochaines activités que je ne vais pas nommer aujourd'hui. Vous les avez à l'entrée à gauche. Docteur Dussel, on vous laisse reposer et réfléchir pour les prochaines 10-15 minutes, et on reprendra avec vos réponses pendant une dizaine de minutes aux questions d'un docteur Bibeau. Très bien, très bien. Très bien. Et je répondrai 2 minutes chaque question en 10 minutes. Excellent. La première a été autour d'un grand récit. Oui, je pense que nous avons besoin de grands récits. Les postmodernes nous ont habitués que les grands récits sont dominatrices ou dominateurs. N'est pas vrai. Les grands récits, c'est aussi anti-hegelien. Ils peuvent se confronter à les grands récits du néolibéralisme, que c'est mondial et c'est un grand récit. La question c'est, en répondant concrètement, toutes les cultures avant le XVIe siècle, avant de 1492, les grandes cultures chinoises, indiennes, sud-est asiatiques, le monde musulman, Europe, etc., étaient des écumènes ou des grandes civilisations ethnocentriques. C'est-à-dire que chacun pensait qu'il était le centre du monde. Et les Chinois croyaient qu'ils étaient le centre du monde, mais les Européens, exactement, les musulmans, avaient plus de prétentions parce qu'elle allait du Pacifique jusqu'à l'Atlantique. Mais la modernité, c'est le premier ethnocentrisme avec prétention de mondialité. C'est la différence contre tous les ethnocentrismes avant. Il a perdu immédiatement la conscience de que son ethnocentrisme particulier, il a eu la prétention, les claims, disent les Anglais, les Anspruch, disent
disent les Allemands, la prétention d'universalité. C'est-à-dire, l'eurocentrisme est une erreur, c'est une mistake, parce qu'il y a eu la prétention d'universalité d'une particularité. Si l'Europe, et l'Amérique du Nord, et même le Canada, et le Japon, et toutes ces grandes civilisations plus développées, arrivent à prendre conscience que sa culture est une culture particulière et non universelle, a fait la critique de l'eurocentrisme, il sera en disponibilité de commencer le dialogue. Mais il faut alors sortir de la prétention d'universalité de la modernité. C'est ma première réponse très claire. L'Europe et l'Amérique du Nord a beaucoup à apprendre de la critique de l'eurocentrisme pour comprendre que les propositions idéologiques, scientifiques et tout sont particulières et non universelles. Et alors doit commencer le dialogue. Jusqu'à présent, il croit que sa culture est universelle. N'est pas. La deuxième question, éthique et politique. Oui, j'ai travaillé 40 années l'éthique, plus que 40, à partir de deuxième semestre à l'université avec 19 années. Et j'ai presque 80, alors j'ai travaillé 60 années l'éthique. Je connais l'éthique grecque, médiévale, latin, moderne et anglo-saxon, mais j'ai étudié aussi l'éthique chinoise et l'hindue et d'autres. Alors, ma position c'est que Apple, Habermas, Rawls et la majorité des grands éthiques contemporains de l'Europe, États-Unis, c'est plutôt formaliste. Alors, il serait très difficile de vous exprimer en 30 secondes, mais il parle seulement de la nécessité de la symétrie parmi les participants en une communauté d'argumentation. C'est philosophique. Alors, si vous ne comprenez pas, pas de problème. C'est une science particulière. Je suis d'accord. Le consensus, c'est rationnel et c'est très important. C'est valide. Mais les sujets qu'on discute, toujours c'est une dimension de la vie humaine. C'est le contenu, la matérialité. Alors, on a besoin d'une éthique formelle et matérielle articulée. Et en plus, critique. Critique signifie que s'il y a un système de reproduction de la vie consensuelle, mais toujours il y a des victimes. Inévitable parce que tout système humain n'est pas parfait, ne peut pas être. Inévitablement, tout système historique pour la condition humaine aura des victimes. Si je prends la position des victimes, tous les systèmes deviennent injustes. Alors pour ça que le fondateur du christianisme a dit « bienheureux les pauvres ». Mais ce n'est pas une invention à lui, est-elle en les codes d'Odyssée, le roi de la résurrection égyptienne, et dit Osiris, et le roi de Babylone, à côté de Bagdad, fait 3700 années, il a dit, je fais justice avec la veuve, avec l'orphan et avec les pauvres. Les pauvres, c'est la victime économique et matérielle. Prendre la position des pauvres et faire la critique du système. Alors si je me place dans un pays, à partir des pauvres, je fais la critique. Mon éthique, c'est formelle, matérielle et critique. C'est une éthique qui critique le communautarisme, mais aussi le formalisme rawlsien et pratiquement tous les éthiques de l'Europe et de l'Amérique du Nord présents. Et pour ça que dans la politique, n'est pas seulement question de la classe et lutte des classes dans l'économie. Dans la politique, n'est pas la classe les sujets transformateurs. Contre le marxisme et le léninisme, mais pas contre Marx, parce que Marx n'était pas marxiste-léniniste. Ça est une idéologie de la domination du socialisme réel. Marx était
un penseur très critique de l'héritage juif de l'Ancien Testament hébraïque. Alors, les grandes catégories de Marx sont bibliques. Mais je n'ai pas temps de vous exprimer ça. J'ai un grand livre, 400 pages, les métaphores théologiques de Marx, et là je touche la question, sera traduit en anglais prochainement. Alors, le sujet politique n'est pas la classe, c'est le peuple. Et le peuple, c'est le centre d'un grand débat actuel. Negri, Antonio Negri, Giorgio Agamben, Ernesto Laclau, les grands philosophes politiciens de 2014 discutent ces questions. Et je suis dans ces discussions. Le peuple, c'est l'acteur collectif hégémonique de la transformation historique, pas une classe. Beaucoup de classes et beaucoup de mouvements. Par exemple, il y a la classe ouvrière, d'accord, et paysan, d'accord, mais le féminisme n'est pas une classe, il fait partie du peuple. Et la lutte contre les races, le racisme, est partie du peuple, il n'est pas une classe. Il y a beaucoup de mobilisations populaires qui constituent. Alors Gramsci disait, Antonio Gramsci, italien, le peuple, c'est le bloc social des opprimés. Alors, j'ai un long chapitre sur ces questions, pouvait exprimer. Je dois dire encore qu'il y a un nouvel grand auteur actuel de la philosophie politique, s'appelle Paul de Tarse, dans le premier siècle du christianisme. Et Paul de Tarse, et la lettre romaine, d'un point de vue de la philosophie politique, non du christianisme, il dit la loi n'est pas la justification de la justice, sinon le consensus du peuple. Alors, je ne veux pas parler de la question, mais il parle de que le peuple, c'est ce qui a le consensus, c'est qui a la validité critique par rapport à la loi romaine, par exemple, sont des grands sujets actuels. Alors, je ne touche pas, mais c'est central. Troisième question, souveraineté de l'État. Oui, il y a des positions à gauche. Les anarchistes disent qu'il faut dissoudre l'État. Et même en Amérique latine, en Bolivie, en Venezuela, les anarchistes disent qu'il faut dissolver, détruire, faire disparaître l'État. Mais il y a aussi un anarchisme de droite. C'est le néolibéralisme. Nozick, un grand philosophe américain du Nord, a un livre qui s'appelle L'État minimum. Yeah. Et alors, l'État disparaît, parce que tout s'est fait par l'économie. Alors, on a des gens de droite et de gauche qui disent que l'État n'a pas plus de place. Ah, l'État vénézuélien, bolivien, brésilien, hindou, chinois, c'est le mur qui peut défendre un peuple de l'impact du capitalisme globalisé et de la gestion des transnationales. C'est essentiel. Oui. Au contraire de dissoudre l'État, je pense qu'il faut l'affermir, mais comme obéissance du peuple. L'État n'est pas souverain. Le souverain, c'est le peuple. Et l'État, c'est la macro-institution qui doit obéir et accomplir les besoins du peuple. Alors, l'État n'est pas souverain, c'est le peuple. Mais il faut l'affermir pour défendre le peuple, surtout dans le monde post-colonial. Alors, ils veulent nous dissoudre l'État pour alors le peuple de Venezuela, d'Équateur, de Bolivie, de Brésil, de l'Inde, de la Chine, puisse être ouverte à la confrontation de la transnationale qui, attention, joue sur la frontière. La transnationale, mise au pays périphérique, une technologie développée, mais absorbe un salaire très bas. Alors, peut détruire l'industrie périphérique parce qu'il y a une meilleure technologie. Il arrive à un prix bas. Mais après, la transnationale, quand on va à l'Amérique du Nord ou à Canada, peut détruire le capitalisme national parce que
la marchandise produite par les transnationales est plus bon marché parce qu'elle a absorbé les salaires bas de la périphérie. Et alors, les transnationales peuvent lutter contre les capitales périphériques et contre les capitales centrales. Et grâce à quoi qu'il y a une frontière que les pauvres du Sud ne peuvent pas passer au Nord. Alors la transnationale a besoin de l'État, même s'ils disent que c'est de soudre. C'est une question centrale. L'État, il le faut affermir, mais comme servant du peuple et par la participation populaire. Sans nier la représentation, mais l'articuler à la participation. C'est une révolution du XXe siècle. La Révolution française et la Constitution américaine ont fait une démocratie représentative. Il faut une démocratie représentative et participative. C'est une chose tout à fait différente. C'est une nouvelle révolution du XXe siècle. Et ça, je n'ai pas de temps, mais c'est la question. Exactement. Quatrième question. Quatrième. C'est le plus simple pour un philosophe. La question ontologique n'est pas difficile. Parménide, un grand philosophe grec, a dit, écoutez, paraît une stupidité ou quelque chose odieux, a dit, l'être est, le non-être non est. Mais qu'est-ce qu'il disait? L'être est grec, et les non-êtres sont les barbares. Aristote a dit le même. L'être humain, c'est un vivant qui habite la polis, la cité grecque. Ce qui n'est pas grec n'est pas humain, les barbares. C'est l'anthologie de l'exclusion. Lévinas, un juif français, il a montré que la ontologie de l'être est dominatrice parce que situe à l'autre comme le non-être. Regardez ce qui se passe en l'Amérique du Nord, les États-Unis. Être un latin, un latino, c'est non-être. C'est un pauvre type qui est illégal. Mais illégal parce qu'on ne le fait pas faire légal pour pouvoir l'exploiter. Non parce qu'il ne peut pas le faire. Alors, c'est un non-humain. Et la guerre d'Irak, la première, on a tué plus de 100 000 soldats irakiens. Ouais, 100 000. Ah, mais ils ont mort 150 boys. Ah, ça c'est très important. 150. Il est 100 000 non-êtres. Alors l'ontologie de l'être donne l'être à la domination et le non-être au barbare. Non, les barbares, c'est les pauvres. Et les pauvres, c'est le commencement du futur. C'est la philosophie de la libération. Le non-être est réel. Et c'est le point de départ de la critique de l'être. Si vous lisez mon livre Philosophy of Liberation in English, vous pouvez comprendre ces logiques tout à fait cohérentes. Et la cinquième question, on a parlé de le postcolonial, mais ce n'est pas la même chose que la décoloniale. La pensée postcoloniale, c'est encore de l'école de Birmingham et des gens qui ont commencé à penser à partir du Sud beaucoup de questions, mais n'est pas aussi critique que la décolonisation. La décolonisation mentale, scientifique, va beaucoup plus au-delà du mouvement postcolonial qui a été plus ou moins développé en Angleterre et aux États-Unis par des groupes latinos et aussi hindus qui ont pris la pensée de Guha, un grand penseur historien hindu par les années 1963 à partir de Foucault. En ce moment-là a commencé la philosophie de la libération, qu'on a relu aussi un philosophe français, mais pas Foucault, mais Lévinas. Et alors, paradoxalement, l'Inde a développé une pensée propre à partir d'un penseur français comme Foucault, mais en l'Amérique latine, on a développé une pensée latino-américaine à partir d'un autre français, Lévinas. La question, c'est que Lévinas est beaucoup plus critique que Foucault. Et même, c'est le maître de Foucault, parce qu'il a commencé la pensée de l'extériorité de l'autre comme critique de l'être, Hegel.
Mais j'ai fini parce que j'ai utilisé déjà quelques minutes. Merci, M. Dussel. Je sais que vous auriez besoin de beaucoup plus de temps, mais je vous remercie de votre discipline.